Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre édition du 13 novembre du Bulletin de nouvelles de Télécœur. On débute avec une série d'entrevues que j'ai effectuées à Bécancour, secteur Gentilly, ainsi qu'à Nicolet, dans le cadre de la Nuit des Sans-Abri. On regarde ça à l'instant. 20 octobre 2023, des citoyens de Nicolet et de Gentilly se sont réunis dans le cadre de la Nuit des Sans-Abri. On était sur le terrain pour rencontrer les gens présents. Je suis avec Francine Barry de la Ressource Aide Alimentaire. et Martin Fizet, travailleur de rue pour Point de rue. Et là, c'est la Nuit des Sans-Abri à Nicolet. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ce soir? Au fait, depuis 4 heures, on accueille les gens dans le parc Marguerite-Diouville, sous le chapiteau, à l'extérieur. Et puis, on mange des hot dogs ensemble pour la première fois cette année. Dans le fond, les gens sont présents pour vivre un événement de sensibilisation. Ensuite, il y aura une petite marche dans le parc avec les jeunes que tu as interviewés tout à l'heure, les jeunes de l'école secondaire Jean-Nicolette qui se préparent à faire un stage humanitaire. Ensuite, au retour de la marche... Il y aura le mot de bienvenue. Et ensuite, moi, j'offrirai un témoignage là, qui sera un mix un peu de ma vie personnelle et professionnelle, du pourquoi on fait ça aujourd'hui, puis de l'importance de la Nuit des Sans-Abri pour sensibiliser la population à la réalité de l'itinérance qui a beaucoup changé dans les dernières années. En quoi qu'elle a changé? C'est que les plans de sortie sont plus rares, je dirais, à cause de la crise du logement. Puis il y a aussi les personnes qui sont vulnérables ou sensibles à devenir itinérants, c'est plus large. Présentement, là, on a des exemples, il y a des travailleurs qui se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a pas de logement abordable. Fait que suite à une séparation, suite à un événement, des fois, ils se retrouvent à la rue. Puis c'est des travailleurs, là, puis on n'a pas de solution pour eux, fait que c'est difficile. Puis c'est de faire comprendre à la population générale qu'il n'y a personne qui est vraiment à l'abri de ça. Puis de ne pas juger, parce qu'il y a tellement de situations qui peuvent faire en sorte de se retrouver là. Puis présentement, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Tu le vois, toi, à la ressource alimentaire, y a-t-il une augmentation des demandes? Il y a une augmentation de demande d'aide pour l'aide alimentaire, oui, c'est certain. On est à la recherche de denrées, on est à la recherche de dons aussi. Ce soir, on accueille aussi les dons de manteaux, de bottes, de bas de laine, des vêtements pour notre coffre à chaleur. Et ce soir aussi, c'est un événement qu'on dit tout à l'heure de solidarité. Il y aura aussi un micro ouvert où les gens, notre monde, la population qui vient nous visiter, on est déjà plus que 70 présentement, sur place et on attend plus de 200 personnes ce soir. Il y aura un micro ouvert où les gens peuvent s'exprimer, chanter, faire un poème. Il y aura aussi une soupe populaire et il y aura une création collective aussi avec un chant-thème Le cœur est un oiseau. Veux-tu expliquer un petit peu? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est notre chanson thème. Ce soir, c'est Le cœur est un oiseau. Et puis l'œuvre collective, c'est en lien avec ça. Dans le fond, les personnes vont être appelées à venir coller une plume sur un effigie, là, sur des ailes qu'on a fait, puis pour apporter, pour qu'on ait à la fin une œuvre qu'on aura toutes faites ensemble. Puis il va y avoir aussi une de nos personnes rejointes au centre qui va chanter une chanson. Fait que ça, je trouve ça bien là, de le dire parce qu'il y a énormément de talent des fois, puis on veut faire valoir ça. Fait que on va voir ça tantôt, là. Il va nous chanter une chanson. Oui, ma chère. Il y a un petit comité organisateur. Martin et Sandra de Point de rue, Marc et moi de Nicolette. Et puis, il y a des dizaines de bénévoles qui ont travaillé pour cet événement ce soir, qui ont travaillé aujourd'hui pour l'installation de tout ça, pour préparer les soupes, pour préparer l'œuvre collective, pour préparer les petites couvertures. Il y a un paquet de petites tâches et on a une belle gang. Il y a nous qui sommes ici, mais avec nous, en avant, à côté, derrière, il y a plein de beaux mondes. Une belle équipe. Une belle équipe. Belle équipe pour aussi, c'est peut-être un message qu'on peut employer, c'est si on se met ensemble, on peut aider des gens à sortir de la rue, justement.
Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est un peu le but de la Nuit des sans-abri, c'est de tous se retrouver ensemble. C'est pas que pour les sans-abri. On discute justement des enjeux qui font en sorte qu'on est tous vulnérables face à l'itinérance, puis qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis de ne pas juger, d'essayer de comprendre les situations que les gens peuvent vivre autour de nous des fois. Des fois, on a plus de misère à se l'expliquer, mais il y a toujours des raisons. Puis les raisons ont beaucoup évolué, il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis c'est les plans de sortie aussi qui sont plus rares. Merci à vous deux. Merci, Stéphane. Je m'appelle Sarah. Moi, je m'appelle Maude. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe à Gentilly? C'est la nuit des sans-abri, en fait, comme dans plusieurs autres villes du Québec. Aujourd'hui, vendredi, le 20 octobre, nuit des sans-abri. Donc, on est une boîte en travail de rue. On travaille pour la rue Bécancour. Et qu'est-ce qui se passe en particulier, les activités ce soir? Ce soir, les activités pour la nuit des sans-abri, on a décidé d'y aller vraiment simple. Donc, on se rassemble, il y a un feu, de la soupe, du chocolat chaud, bref, des boissons chaudes. On a une station aussi là, pour remettre des vêtements chauds, des produits d'hygiène de base comme Brosse à dents, pâte à dents, des serviettes sanitaires, des trucs qui coûtent un peu cher à la pharmacie, puis on a eu un beau don. Donc, Et est-ce que les problématiques ont augmenté les dernières années, les gens qui viennent cogner à votre porte ou que vous allez rejoindre dans les milieux? Absolument. Dans le fond, on a remarqué une pas pire augmentation depuis en fait la pandémie, quoique l'itinérance a toujours été présent, mais on remarque nécessairement une augmentation cette année. Là, on a une bonne augmentation d'itinérance cachée en fait. Là. Ouais. c'est sûr que ça ressemble pas à ce qu'il y a à Montréal. Dans les grandes villes, avec quelqu'un qui va guetter sur le coin d'une rue avec un chien et un gobelet, mais c'est souvent des gens qui se retrouvent sans toit, ni choix, dont le slogan de cette année, sans toit ni choix. Ils font du couchsurfing, ils vont se promener d'appart en ami, après ils font mettre dehors, bref, donc ils n'ont pas d'adresse fixe. On les rejoint comme on peut, on les aide comme on peut. S'ils veulent aussi, on y va aussi à leur rythme. Et quel message qu'on peut lancer à la population, aux décideurs? Là? Je vous donne la possibilité de passer vos messages. C'est quoi vous voulez dire? On veut faire passer comme message en fait d'être tolérant auprès des personnes qui ont plus de difficultés ou qui sont sans abri. En fait, cette année, particulièrement avec la crise du logement, l'augmentation du coût de la vie, c'est absolument difficile pour une personne normale au salaire minimum en fait de se ramasser peut-être à un moment donné avec le choix d'être dans la rue ou pas, en fait. Donc, c'est vraiment difficile ces temps-ci pour ces personnes-là. Donc, d'être tolérant, d'être empathique, de poser des questions surtout, de référer aux organismes que vous connaissez. Puis, avec le fait qu'on discute ensemble et qu'on collabore tout le monde ensemble, on espère trouver des solutions qui sont durables. Voilà. Moi, je vous demande juste d'ouvrir votre cœur, ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles, en fait. Je sais que ça semble un peu cheesy, mon affaire, mais c'est important d'écouter le monde dans la rue. C'est important d'écouter monsieur et madame tout le monde aussi. C'est important juste de s'intéresser, en fait, aux gens qui habitent notre communauté. Puis, ensemble, on peut juste trouver des bonnes solutions. Là. Mais c'est pas en se cachant la tête Dans le sable. C'est ça, dans le sable qu'on va être gagnant. Donc, voilà. Merci. Toujours à Nicolette, j'ai profité de l'occasion pour rencontrer René Lafleur et Laurence Pelletier, une élève du comité de solidarité internationale de l'école secondaire de Nicolet. On a discuté ensemble de sa présence à la nuit des sans-abri. Donc, présente-toi. Bonjour, moi je m'appelle Laurence Pelletier et je suis avec René Lafleur. Oui, et donc nous on fait partie du comité qui s'en va au Costa Rica en février cette année. Donc on est ici à la soirée des sans-abri pour animer la marche et être ici. Là, Être solidaire avec ceux qui sont dans le besoin. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici aujourd'hui, de voir des gens, il y a beaucoup de gens mobilisés? C'est quoi que ça te fait, toi? Ben, être ici, je trouve ça vraiment important, puis c'est le fun, tout le monde est heureux, puis c'est bien agréable. Ouais. Moi, j'aime bien le partage qu'on fait avec tout un chacun. Entendre les histoires des autres, ça, en tout cas, moi, ça vient toucher une corde sensible, là. Puis bon, du partage, là. Oui, c'est vrai ça, René. La nuit des sans-abri nous permet de réfléchir sur la pauvreté. Une autre belle occasion de le faire, c'est la période des fêtes. J'ai discuté avec Isabelle Bombardier du Centre d'action bénévole de Nicolet de la campagne Parraine ta famille.
Isabelle Bombardier, directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolet. Parraine ta famille, c'est quoi ça? Parraine ta famille, c'est une campagne qu'on fait depuis maintenant 4 ans et c'est au profit du Téléthon du Noël du pauvre. Donc, c'est pour aider les gens de Nicolet pour la période des fêtes. Et quand on dit parrainer sa famille, ça veut dire c'est de verser un montant spécifique? C'est-tu des recevoir à souper? Ça peut être quoi? En fait, Parraine ta famille, ça représente des dons qu'on peut faire. Nous, on a mis des dons symboliques, je vais être franche avec toi. C'est 100 pour une famille, 25 pour un enfant. Quand je dis que c'est un montant symbolique, c'est qu'on donne beaucoup plus que ça aux gens, finalement. C'est vraiment juste pour donner une idée aux gens d'un montant qu'ils pourraient remettre à la campagne du Noël du pauvre pour aider les gens du secteur ici. Et là, tu me disais 4 ans. Est-ce que tu as vu une augmentation des demandes d'aide dans les dernières années? Oui, malheureusement, on voit une augmentation. L'an dernier, on a connu une hausse de 13 de nouvelles demandes. Et de ce 13 %-là, au moins 95 étaient des personnes aînées vivant seules. Donc, on voit, c'est presque cliché de dire que le visage de la pauvreté change, mais malheureusement, c'est vrai et on le voit et c'est marqué depuis la pandémie. Le visage de la pauvreté change énormément. De plus en plus de personnes âgées seules et de plus en plus de personnes qui travaillent mais qui n'y arrivent plus. Oui, parce qu'avec l'augmentation du coût des aliments, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont gênés, qui sont pas à l'aise de demander de l'aide? Oui, absolument, absolument. On a des gens qui viennent nous voir en disant, écoutez, d'habitude, moi, je donnais cette année, je ne serai pas capable. Puis en plus, je me retrouve dans une situation où il faut que je demande. Mais tu sais, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas arriver à ça. Je suis vraiment désolée d'avoir à demander. Fait que oui, on le voit de plus en plus des gens qui sont gênés de venir nous voir pour demander de l'aide. Il faut surtout pas être gêné parce qu'on est là pour aider les gens, justement. Et qu'on veuille de l'aide ou qu'on veuille donner, comment qu'on rentre en contact avec toi? Le Centre d'action bénévole de Nicolet. On a une page Facebook. C'est important d'aller l'aimer pour avoir toutes les informations. Les demandes d'aide, on les prend jusqu'au 28 novembre à tous les mardis. Et pour les dons, c'est soit par des chèques, des sous, virement bancaire, ça peut se faire. On a aussi une page sur Zephy, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Bien sûr, il va y avoir beaucoup d'activités aussi pré-Téléthon. Tout le monde connaît le fameux barrage. Donc, le 24 novembre, ici à Nicolet, on va avoir le barrage. On a aussi une activité pré-Téléthon en collaboration avec le bar La Bavaroise. On l'appelle le 4 à 8 zoné généreux parce qu'à Nicolet, les gens sont zonés généreux. Donc, le 16 novembre, dès 4 heures, on vous attend au bar La Bavaroise pour venir prendre un verre avec nous et tous les profits des pourboires sont remis à la campagne Parraine ta famille. Mais là, tu vas te chanter? Je pense que non. J'aimerais ça qu'il y ait des gens qui restent dans le bar pour la soirée. Je vais être serveuse, par contre. Donc, serveuse d'un soir, ça oui, c'est des partenaires qui sont là pour nous aider à servir aussi. Fait que c'est toujours super amusant. Il y a toujours plein de monde. C'est notre 3e édition pour le 4 à 8. Puis c'est toujours une belle activité où les gens ont du plaisir. Puis ça leur donne la possibilité en même temps de commencer à fêter Noël parce que nous, même si on est encore pas vraiment dans la neige et tout ça, on est déjà dans l'ambiance des fêtes chez nous au Centre d'action bénévole. Une belle façon de jumeler plaisir et solidarité. Isabelle Bombardier, directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolet. Merci. Merci Stéphane. Novembre est le mois de l'économie sociale. J'ai eu l'occasion de discuter ici dans notre studio avec Malika Roy. Qu'est-ce qu'elle fait, Malika Roy, dans la vie? Elle est la directrice générale du pôle de l'économie sociale du Centre du Québec. On écoute notre entretien. Je suis en compagnie de Malika Roy, directrice générale du pôle de l'économie sociale du Centre du Québec. Je l'ai. Oui, parfait. Bravo, bravo. Donc, organisme, avant de te parler, puis l'occasion qui fait qu'on te reçoit avec plaisir, c'est que c'est le mois de l'économie sociale au mois de novembre. Juste nous préciser, le pôle, physiquement, il y a des bureaux. On n'a pas de bureau parce qu'en fait, on couvre la région centre du Québec, Okay. comme tu l'as bien nommé, qui est une grande région, Oui. on va se le dire. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'équipe travaille en télétravail, mais on se déplace beaucoup chez les partenaires, dans les entreprises, qui nous Plutôt que permet de faire venir les gens à vous, C'est vous ça. allez vers les gens, ce qui est une très bonne idée. Et le pôle de l'économie sociale, des pôles, est-ce qu'il y en a un par région administrative au Québec? Exactement. Il y en a dans toutes les régions. On a sensiblement la même, en fait, même pas sensiblement, on a les mêmes missions. Après, chacun, le but, c'est qu'on adapte nos services selon la réalité de la région.
D'où l'intérêt qu'on soit chacun dans nos régions. Et récemment, il y avait eu une activité au Centre des arts populaires à Nicolet. Je me rappelle qu'on était là. Je me souviens En fait, il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs des activités. Mais c'était en conjointement avec celui de la Mauricie, si je me rappelle bien. Oui. Je vais te poser une question. Une journée dans la vie de Malcarrois, comme exemple, tu arrives de où? Cet après-midi, tu faisais quoi? Cet après-midi... Puis je demande pas ça pour la surveiller, là. Je sais qu'elle est bien travaillante. Bon, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui? Cet après-midi, j'ai rien fait, justement. Non, en fait, cet après-midi, on était, mon collègue et moi, mon collègue qui est chargé de projet pour Sismic, qui est notre incubateur jeunesse, on était les deux présents à la consultation publique du secrétariat à la jeunesse dans l'objectif de reformuler un petit peu leur plan d'action pour la jeunesse pour 2030. Donc on était, consultation. Consultation publique de tous les partenaires. Puis là, c'était Mauricie, Centre du Québec, justement. Donc, ça avait lieu à Trois-Rivières. Mais là, tous les partenaires qui travaillent pour la jeunesse, il y avait 7 secteurs d'activité qui avaient été ciblés, étaient présents pour vraiment un petit peu faire valoir le point de vue de vous autres, votre intervention jeunesse. Mais je ne savais pas qu'il y avait un incubateur jeunesse. Un incubateur jeunesse, oui. C'est le collègue qui s'en occupe? Jean-Daniel. Jean-Daniel, donc lui, il s'occupe de faire émerger des projets d'économie sociale chez les jeunes? Exactement, okay. Exactement. En fait, il y a comme plusieurs volets, mais c'est vraiment le principe, ça se fait principalement sous forme de parcours, avec différents ateliers ou différents accompagnements. C'est sûr qu'on y va beaucoup avec le besoin de la personne. Donc, il y a un parcours, on a un modèle, mais on s'adapte évidemment selon le besoin de la personne, où est-ce qu'elle est rendue. Puis là, pour le coup, quand je parle de personnes, on parle de jeunes, donc à peu près de 18, 29, 18, 35. Et on vise aussi principalement les jeunes du milieu universitaire. Donc ici, c'est le QTR, campus de Drummondville, mais aussi Cégep. Donc principalement les étudiants qui auraient... Victo Drummond, exactement. Donc là, on peut aller dans les cours, on peut aller dans les classes, faire la promotion du modèle d'affaires de l'économie sociale, mais aussi accompagner un groupe de jeunes. On avait fait un exercice avec justement Drummond en travail social, les accompagner. Puis là, c'est de partir de l'idée, bon, on fait émerger un besoin. C'est quoi l'enjeu au niveau territorial? De là, on fait émerger un besoin. Et on transforme ce besoin ou la réponse à ce besoin finalement en forme en entreprise d'économie sociale. Puis en intervenant, exemple, avec des gens de travail social qui vont peut-être être appelés à conseiller des citoyens, bien, avez-vous pensé à l'économie sociale? Exactement. Ou même eux, effectivement, partir des coopératives ou partir même, effectivement, parce que c'est des personnes qui vont peut-être travailler aussi dans des OBNL, qui ont des volets marchands, donc des entreprises d'économie sociale. Donc, lui, ton Jean-Daniel, qui a ce mandat spécifique-là, le reste de l'équipe, c'est des gens qui vont travailler avec toutes sortes de clientèle? Exactement. As-tu des spécificités? Oui, en fait, il y a Grace Gordon qui, elle, présentement, elle travaille sur un projet qui est vraiment très, très porteur, j'ai envie de dire. C'est en collaboration avec le CRDS, qui est le Comité régional de développement social, donc là aussi qui couvre la région. Là, c'est un projet spécifique auprès des municipalités. Donc, c'est un projet pilote qui est financé par le MAMACH. Le ministère des Affaires municipales. Et de l'habitation, je crois. En tout cas, bravo quand même. Oui. La municipalité, ministère des Affaires municipales. C'est ça. C'était facile. Ça. Exact, oui, quand même, j'avoue. Puis là, le principe, c'est qu'on accompagne, donc la Grace est vraiment coordonnatrice du projet et elle accompagne 5 municipalités, donc une par MRC, 5 municipalités pour intégrer la participation citoyenne dans des projets de revitalisation. Donc, il y a un projet, par exemple, de revitalisation d'une bibliothèque, revitalisation d'un bâtiment patrimonial, budget participatif. Ça peut vraiment toucher divers sujets. Donc, elle travaille vraiment là-dessus au niveau vraiment plus... Encore une fois, on est beaucoup dans l'émergence. Le pôle, on travaille beaucoup au niveau du pré-démarrage. Donc, tout ce qui est avant... De la petite flamme là, qui va faire l'embrassement. L'idée qui est un peu loin, nous, on essaye de l'amener plus près des développeurs économiques, plus près des personnes qui, après ça, vont pouvoir les amener plus le côté financier, structure financière et autres. Donc, on est vraiment dans le pré. Tu as ton idée, mais tu sais pas en tout par où commencer, tu sais pas qui aller chercher comme partenaire, tu sais pas, c'est ça. L'idée est là, mettons, je veux faire un jardin communautaire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette idée-là? Donc, nous, on est vraiment dans ce processus-là, le avant que l'entreprise quasiment s'incorpore. Juste pour définir les termes, parce que là, on va rentrer dans le mois, on est dedans, tout ça. L'économie sociale, c'est quoi? Parce que, à première vue, moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ce concept-là,
je trouvais que c'était un peu des deux termes qui s'opposaient même, parce que je me disais, l'économie, comme on la vit, on est dans une économie libérale, une économie capitaliste, on cherche à faire, avec le moins de dépenses possible, faire le plus de profit, puis ce qui est pas mauvais en soi, quoi qu'il peut avoir des côtés négatifs, puis social, moi, je dis, c'est comme la collectivité avant l'individu, tandis que l'économie, c'est l'individu avant la collectivité. J'exagère un peu, là, mais c'était la vision que j'avais. C'est quoi? C'est d'essayer de mailler, de faire rencontrer les deux? Exactement, exactement. Quand on parle d'économie sociale, en fait, première chose, c'est qu'on parle d'économie collective. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas un seul individu qui gagne tout. C'est collectivement, en fait, les gains sont collectifs. Ça, c'est la première chose qui distingue vraiment le capitalisme, comme tu le nommais. Puisqu'il y a des gens qui ont des entreprises, j'ai un dépanneur, j'ai un oui, garage, j'ai une usine, c'est à moi, puis j'emploie des gens, puis je génère du profit. Exactement. Le profit revient aux propriétaires et actionnaires, mettons, de cette entreprise-là. Donc, la différence de l'économie sociale, c'est que c'est toujours du collectif parce que c'est des coopératives ou des OBNL ou des mutuelles. Donc, il y a toujours comme plusieurs personnes qui sont en arrière de cette organisation-là. Il n'y a pas un patron, mais il y a peut-être quelqu'un qui a la gestion. C'est ça, il mais peut y avoir une direction. La propriété, elle est collective. Et la propriété collective, c'est exactement ça. Ce que ça veut dire, c'est que tous les gains, parce qu'il peut y avoir aussi des profits. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important de savoir. Parce que l'économie sociale, il ne faut pas que ça soit déficitaire, une entreprise. Comme n'importe quelle entreprise. Parce qu'elle ne perdurera pas dans le temps. Tout à fait, exactement. On vise la viabilité. Première chose, si on est rentable, on est heureux. Ouais. Et puis, on va viser la rentabilité comme n'importe quelle autre entreprise. Mais c'est ça, à partir du moment où il y a des profits, des gains, ils sont réinvestis dans l'entreprise ou dans la communauté. Ce qui le distingue à ce moment-là d'une entreprise privée où là, les profits vont dans les poches de seulement le propriétaire et ou les actionnaires. Donc ça, c'est la grosse distinction. Puis l'autre, le volet plus social, mettons, c'est le principe que ça va répondre à un besoin. Besoin des membres, quand on parle d'une coopérative, ou besoin de la communauté. Okay. Quand on parle plus d'OBNL à ce moment-là. Donc, exemple, on vit une problématique à Aston Junction. On n'a plus de services alimentaires dans la collectivité. Il n'y a plus de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie. On ne peut pas acheter du lait à Aston Junction. Donc, il y a un groupe de citoyens qui se forment. Puis on pourrait-tu se faire un genre de dépanneur-restaurant collectif? Exactement. C'est de l'économie sociale. L'idée, en tout cas, oui, est de l'économie sociale. Après, c'est toujours dans la structure, forme juridique, etc. Là. Mais tout à fait, ça répond, c'est un besoin, c'est un projet collectif. C'est pas juste un monsieur qui veut faire son entreprise. C'est effectivement besoin des citoyens. Donc, ça répond à un enjeu territorial, ça répond à un besoin de la communauté. Et effectivement, après ça, à partir du moment où c'est collectif, certainement que le modèle d'affaires qui va répondre aux besoins de ces personnes-là devrait être coopérative ou OBNL. Et on en voit de plus en plus, justement, ce genre de réponses-là, des épiceries collectives, des petits cafés, des dépanneurs de villages qui, effectivement, vont se transformer en modèle collectif. Parce qu'on a peut-être voulu attendre l'entrepreneur qui descendrait du ciel et qui réinvestirait dans le dépanneur, puis c'est jamais arrivé parce que la logique capitaliste dit qu'il n'y a pas assez de monde ici pour rentabiliser ça. En tout cas, rentabiliser ça dans une optique de non sociale, plutôt axée sur le profit. Mais donc, là, la collectivité peut s'organiser. Est-ce qu'il y a des secteurs économique où c'est plus propice d'y retrouver des entreprises d'économie sociale? En fait, n'importe quel secteur d'activité, dans n'importe quel secteur, on peut retrouver des entreprises d'économie sociale dans la santé, dans la culture, dans l'environnement, etc. Après, je te dirais que dans le domaine culture, loisirs, tourisme, on va dire, là, c'est gros secteur, c'est là qu'on peut en retrouver le plus parce qu'on va retrouver des festivals, souvent qui sont OBNL. Puis économie sociale, pour en revenir à la définition, économie sociale, tu as différentes formes juridiques, OBNL, coop, mutuelle. OBNL, c'est des OBNL avec des volets marchands. Donc festival, ça peut être un OBNL, donc organisme à but non lucratif. Il me pop l'exemple du Festival du Cochon de Saint-Perpétue, qui a des estrades, elle a un volet, oui, il organise un festival à chaque année, mais il y a un volet où il loue des estrades qu'il possède. Exactement. Il y a un volet économie sociale. Mais même, je te dirais, les ventes qu'ils vont faire pendant leur festival, c'est leur revenu autonome, c'est leur volet marchand, comme on appelle. Donc, il y a des festivals qui sont privés, mais sinon, tous les festivals qui sont sous forme d'OBNL,
ils vont être a priori économie vendent sociale quelque parce chose. qu'ils vont vendre des produits, des services, Vendre peu des importe. billets, vendre C'est ça. des systèmes Même de promotionnels. l'alcool sur place ou autre. Si c'est de l'argent qui est réinvesti dans leur entreprise, à ce moment-là, c'est économie sociale. Donc, tu sais, puis il y a les musées aussi. Musées, on en a quand même beaucoup. Tu sais, musée de la culture, la maison Rodolphe Duguay, là, si je parle vraiment dans la MRC ici. C'est toutes des entreprises C'est d'économie drôle sociale. parce que moi, j'aurais pensé le domaine social. Mhm. Exemple, soutien à domicile, les On en a gens qui aussi. font de l'entretien ménager, etc., etc. Moi, j'aurais pensé que c'était plus ce domaine-là, mais il y en a beaucoup quand même dans ces domaines-là. Oui, c'est ça. Il y en a Ok. quand même vraiment, il y en a quand même beaucoup. Je te dirais que je pense, j'ai pas les chiffres, mais je te Ouais, ouais. dirais que sûrement que ça doit quand même être assez rapproché, je te dirais, en nombre d'entreprises, parce qu'effectivement, en aide à domicile, ben déjà, tu as toutes les entreprises d'aide à domicile, justement, qu'on surnomme ESAD pour les intimes. Oui. Donc oui, il y en a quand même beaucoup. Tu sais, tout ce qui est même transport collectif, on va en retrouver. Mais c'est plus que tu sais, loisirs, culture, tourisme, avec l'offre de festivals Ben oui, ou oui, autre, oui. c'est sûr que ça va plus. C'est ça- un grand pas. C'est ça, ouais. Et ça pourrait être aussi du transport, exemple, dans des milieux où il n'y a pas de service de Tout à fait. transport en commun, Ouais. service de taxi. On dit on va se faire une genre de groupe où on va offrir du transport à nos gens. et tout Oui, ça. exactement. Ouais, Ben, c'est ça, tu sais, on parle vraiment du besoin. Tu sais, faut que ça... Ici, à partir du moment où il y a un enjeu, ben, il y a un besoin, puis à ce moment-là, l'économie sociale peut y répondre. Et les clés de succès. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise... Parce qu'il peut y avoir des super beaux besoins. Oui. Puis il peut y avoir des gens super motivés. Mais exemple, je vais te donner un exemple un peu ridicule. Tu sais, on se fait une coopérative pour faire une pizzeria sur la rue une telle où il y a déjà une entreprise de pizzeria privée qui est là puis qui fait de la business. Bon, il n'y a rien qui interdirait de mettre une pizzeria à Non. côté d'une pizzeria, mais on comprend qu'on n'est peut-être pas... l'étude de marché, C'est ça. elle serait à faire. Ben oui, Tu c'est réponds sûr. pas vraiment à un besoin, il y en a déjà une. Ben c'est ça, c'est ça. En fait, ce serait donc en fait, c'est une des réponses, c'est exactement celle-là. On repart à la base, c'est comme c'est quoi ton besoin puis de t'assurer qu'effectivement le modèle que tu as choisi va répondre à ce besoin-là. Ça c'est la base, c'est Ok. vraiment la base. Deuxième chose, je te dirais, puis c'est là que le pôle va intervenir, c'est toute la structure, l'accompagnement qu'on va pouvoir offrir pour structurer ton projet. Puis effectivement, des fois, quand les gens ont des idées d'entreprise, ben, ils veulent aller vite, puis je les comprends. Tu sais, c'est comme, j'ai mon idée, je le sais, elle est bonne, tu sais, on me l'a dit, elle est bonne, le besoin, je l'entends, il est là, go, j'y vais. Puis finalement, ben, un an plus tard, malheureusement, ça ne survit pas parce qu'ils sont allés trop vite au niveau structure financière ou autre. Donc, tu sais, toute comme je redisais, le pré-démarrage, tout ce volet-là, le avant, il est vraiment très important. Puis c'est là qu'on a le temps. Puis il faut en fait, c'est là qu'il faut prendre Parce le qu'il temps. n'y a j'ai pas envie de de dire. pression de produire. Non, il n'y a c'est pas ça. des employés à gérer. Exactement, c'est ça, Puis c'est en ça. passant, une entreprise d'économie sociale peut avoir des employés. Ah, ben, ça n'a tout à pas tout à des membres Non. ne sont pas de la coopérative. Non, C'est tout à la fait. Ça forme. dépend vraiment de la forme juridique, Ok. la structure, à ce moment-là organisationnelle, effectivement. Donc, non, comme dans n'importe quelle entreprise d'économie sociale, il peut même y avoir un ou une direction, il peut y avoir des employés, il va y avoir des membres, il y a un conseil d'administration aussi, là, on revient sur l'idée de collectif, là. Donc, il y a toujours un conseil d'administration, mais effectivement, après ça, il peut y avoir une équipe ou pas, d'ailleurs. Hein. Tu sais, l'entreprise d'économie sociale peut être une très grosse équipe où il peut y avoir une personne qui, effectivement, gère. Et on peut, comme entreprise, parce qu'on est une Mhm. entreprise d'économie sociale, on peut avoir accès à du financement. Tout à fait. Est-ce qu'il est plus difficile à avoir le financement là, quand on est une entreprise d'économie sociale? Oui et non. En fait, j'ai envie de de là, dire la non. nécessité En fait, d'être c'est ça. accompagné, là. C'est ça, exactement. Ok. C'est qu'en fait, ça dépend toujours pourquoi tu as besoin de ce financement-là. Mais après, je dirais quand même que, encore une fois, je reviens sur la structure juridique parce que c'est elle qui va te permettre de bénéficier ou non de financement sous forme de subvention, par exemple, ce qui n'est pas nécessairement ouvert aux entreprises privées. Donc ça va dépendre de ta forme juridique qui va t'ouvrir accès à ça. Et oui, il y a quand même des financements qui sont, je dirais, ouverts, mais même spécialisés, j'ai envie de dire, pour les entreprises d'économie sociale. Okay. Tu sais, je pense par exemple au RISC, qui est le réseau d'investissement social du Québec. Ça, c'est vraiment spécifique aux entreprises d'économie sociale. Puis il y a différents fonds qui peuvent agir aussi bien au pré-démarrage que dans la croissance, développement, etc. Donc oui, il y a quand même un accès à des ressources financières. Puis j'ai envie de dire que l'avantage
de ce modèle-là, c'est que de un, encore une fois, c'est collectif. Donc, tu sais, tu peux vraiment aller chercher les compétences de plusieurs personnes. Tu sais, mettons, toi, les ressources humaines, tu aimes vraiment ça, tu es bon là-dedans, mais la comptabilité, oublie ça, tu veux rien savoir. Moi, je pourrais y aller va pour chercher. communication. Exactement, c'est ça. Donc, tu peux vraiment former un groupe Oui. de départ qui va vraiment être capable d'avoir toutes les compétences pour, après ça, avoir ton entreprise qui va tenir debout, là, parce que toutes les compétences vont être là. Puis c'est ça, au niveau du financement, après, oui, c'est ça, il peut y avoir des subventions parce que si tu as une mission sociale, aussi, tu peux avoir accès à certaines subventions. Puis encore, comme je dis, avec certains fonds aussi. Et là, évidemment, mois. Lorsqu'on a un mois, là, on veut fêter des choses. Moi, l'analyse que je fais, là, avec l'expérience que j'ai, absolument, quand on a une semaine, une journée, un mois de quelque chose, on veut célébrer des réussites, mais on a aussi des revendications. Qu'est-ce qu'on veut? On va venir aux revendications, s'il y en a. Qu'est-ce qu'on veut célébrer en ce mois-là de l'économie sociale? En fait, tout simplement, on veut célébrer puis mettre de l'avant l'économie sociale. L'idée, c'est que c'est au niveau national. Donc là, c'est vraiment toutes les pôles d'économie sociale, mais même le chantier de l'économie sociale, tous les acteurs, j'ai envie de dire, qui peuvent toucher de près ou de loin à l'économie sociale, sont invités à participer à ce mois-là. Là encore, selon les régions, selon les acteurs, les partenaires, il peut y avoir différents événements. C'est ça. Mais puis le but, c'est ça, on en fait, en fait, on essaye d'en faire à toute l'année. Médiatiquement, il y a comme un point de rencontre. C'est ce mois-là qu'on va démontrer l'impact au niveau des emplois, les chiffres d'affaires, que c'est pas un détail dans l'économie du Québec. Donc, on veut faire ça. Et est-ce qu'on a des revendications? Est-ce que les gens comme toi, Malka, puis je ne veux pas te mettre dans une situation problématique, mais est-ce qu'il y a des messages qu'on veut envoyer à la population, aux décideurs, en lien avec l'économie sociale? On n'est pas, je te dirais qu'on n'est pas tant là-dessus. Les pôles d'économie sociale n'ont pas nécessairement ce rôle-là de revendication. Par contre, c'est certain que on encourage, j'irais plus un petit peu dans ce modèle-là, c'est plus d'encourager la population à favoriser les achats en économie sociale. C'est beaucoup là-dessus qu'on va jouer aussi cette année. Donc, encourager ces entreprises-là qui sont des entreprises locales et responsables, qui réinjectent les profits dans la communauté, dans leur entreprise. C'est pas les entreprises qui vont se délocaliser puis partir dans un autre pays demain. Elles sont ancrées territorialement, exactement. Donc, nous, on est vraiment plus, donc pas nécessairement dans les revendications, mais vraiment plus dans de demander quasiment à la population de considérer ces entreprises-là. On a, puis justement, tu parlais de l'événement au Centre des Arts qui avait eu lieu. On est en train de développer un projet qui s'appelle l'économie sociale J'achète, où là, c'est auprès des institutions, auprès des décideurs, de eux aussi leur dire, quand tu as des achats à faire, quand tu as des contrats à donner, pense avant tout à tes entreprises locales, qui sont des entreprises d'économie sociale, puis qui offrent des emplois aux gens chez toi. Donc, de vraiment favoriser, puis d'avoir ce réflexe-là, de penser avant de penser à un Amazon, Walmart de ce monde, pense localement, y a-t-il une entreprise qui est capable de répondre à ton besoin? Puis le mois de l'économie sociale, on va beaucoup l'utiliser comme ça cette année, c'est qu'on veut vraiment essayer de faire de démontrer évidemment les retombées effectivement de l'économie sociale des entreprises qu'on a dans la région, mais de les faire connaître. Donc là, il va y avoir des messages qui vont circuler sur beaucoup de plateformes pendant le mois. Donc on interpelle les entreprises d'économie sociale, évidemment, mais aussi tous nos partenaires, on les a interpellés pour que, même sur leur réseau à eux, pendant ce mois-là, on entende parler de l'économie sociale, puis que les gens voient, puis au moins commencent à se questionner. Oui. Mais j'en ai jamais entendu parler. Oui. Qu'est-ce que c'est? Puis après ça, qu'ils puissent s'en aller. Puis au-delà de la population, évidemment, toute aussi personne qui a une idée de projet ou a l'esprit entrepreneur, qui envisage ce modèle d'affaires-là aussi. Oui, qui est une option. Et justement, Malka, je trouve ça intéressant, l'invitation que tu lances. Si on veut connaître l'économie sociale dans la région du centre du Québec, on veut peut-être partir un projet ou du moins apprendre le domaine. Comment on rentre en contact avec le pôle de l'économie sociale du centre du Québec? C'est très facile. On a un site internet où on a une page Facebook, Instagram, LinkedIn, on est partout. OK. Donc, pôle d'économie sociale, centre du Québec. Puis, c'est mes coordonnées qui sont là en plus. Donc, c'est moi qui réponds, mais tout simplement de nous écrire ou de nous appeler. Puis, comme je dis, même si on n'a pas d'idée ou que, on se questionne, ça va nous faire plaisir. Puis, des fois, même de dire, moi, j'ai le goût de partir quelque chose, mais j'ai pas d'idée.
Et on va en trouver une idée. On va en trouver une idée. Vu que ça part des besoins, on le sait, ils sont où les besoins, on sait c'est quoi les enjeux. Oui. Donc ça aussi, on peut parfaitement en Puis trouver. dis-moi si je me trompe, mais c'est gratuit. Tout à fait, oui. On a des conseils très professionnels. Oui. Puis c'est gratuit. Une équipe C'est- experte, Ouais. effectivement. Puis oui, accompagnement gratuit. Ben, merci, Malka Roy, directrice générale du pôle de l'économie sociale du Centre du Québec. Ben, merci à vous. Merci. La ville de Nicolette est fière d'annoncer sa nomination en tant que finaliste au prix Reconnaissance en verdissement des fleurons du Québec pour l'aménagement du jardin de pluie de l'Aréna Provencher. Rappelons qu'en 2021, la ville a réalisé l'aménagement d'une infrastructure de biorétention d'envergure qui permet de gérer les eaux de pluie provenant de la toiture de l'Aréna Pierre Provencher, tout en créant un espace à la fois esthétique et fonctionnel. Cette démarche permet de désengorger le réseau d'égouts et de revitaliser un espace en zone urbaine. Donc, cette nouvelle a bien sûr réjoui Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet. Le projet de jardin de pluie de l'Aréna Nicolet incarne l'innovation, la durabilité et la vision à long terme de la ville en matière d'aménagement urbain. Cette nomination au prix Reconnaissance en verdissement des fleurons du Québec est une reconnaissance bien méritée pour l'engagement de la ville envers l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes. Donc, bonne chance à la ville de Nicolette. Lors du dernier gala de baseball Mauricie, l'Association de baseball mineur de Nicolet s'est particulièrement distinguée avec des récipiendaires. Tout d'abord, dans la catégorie Rally Cap, le gagnant est Théo Fréchette. Dans la catégorie 9UB, joueur par excellence, Kyle Robertson-Roy. Dans la catégorie 11UB, joueur par excellence, Evan Lacasse. Au niveau du catégorie 11 UAA, joueur par excellence, Éloi Thibodeau. Dans la catégorie joueuse 15 UB, la gagnante, finaliste, Marie-Jeanne Laporte. Dans la catégorie bénévole de l'année, félicitations à Marie-Claude Durand. Dans la catégorie marqueur recrue, très important, gagnant, Justin Houle. Catégorie arbitre recrue, notons que Raphaël Durand était finaliste dans cette catégorie-là. Et dans la catégorie arbitre régional, le grand gagnant est Xavier Durand. Donc, on a aussi souligné lors du gala de baseball Mauricie les nombreuses années d'implication de Gilles Letendre, qui compte de plus de 30 ans d'arbitrage dans la ville de Nicolet. Donc, on lui a remis une belle plaque commémorative de baseball Mauricie. Bravo, M. Letendre. Je vous parle maintenant de l'abbaye de Bécancour qui annonce un investissement très majeur de 73 millions de dollars afin d'augmenter, sa production d'aluminium à valeur ajoutée. Donc, l'aluminerie de Bécancour, l'abbaye annonce un agrandissement de sa fonderie lui permettant d'augmenter sa production d'aluminium à valeur ajoutée afin de répondre aux besoins croissants des marchés nord-américains de l'automobile et de l'emballage. L'investissement total d'une valeur de 73 millions comprend la mise en œuvre d'une technologie de moule variable munie d'inserts de graphite, un nouveau système de sciage ainsi que d'autres améliorations majeures qui permettront à l'usine de produire un plus grand volume de produits d'aluminium à valeur ajoutée. Ainsi, notons qu'un bâtiment de 35 000 pieds carrés sera érigé afin d'abriter la nouvelle machine à couler des gueuses. Donc, investissement très majeur à Bécancour.
récemment, j'ai eu l'occasion de me rendre à Bécancour, à l'église multifonctionnelle de Bécancour, pour être coach, non pas d'une équipe de hockey, mais de citoyens qui présentaient des projets dans le cadre du défi Valeurs collectives. C'est organisé, ça, par le Fonds d'aluminerie de Bécancour en collaboration avec la ville de Bécancour. Donc, les 13 et 14 octobre dernier, il y avait 15 projets qui ont été présentés et le jury en a choisi 6. Donc, le premier qui a été choisi dans la catégorie culture, Lynn Richard, la belle mandoline, qui a remporté, qui va avoir du financement pour son projet. Dans le fond, ça va être un projet de conte interactif intergénérationnel. Hein, c'est beau ça, faire travailler les jeunes avec les anciens jeunes, on pourrait dire. Au niveau de la catégorie éducative, réussite éducative, Craig Pruneau mettra sur pied des jardins connectés chez des familles de Bécancour et au Moulin-Michel. Donc, on sera une occasion pour les enfants et leurs parents d'apprendre et d'appliquer à l'agriculture maraîchère des principes de robotique, d'automatisation, de programmation et d'intelligence artificielle. Au niveau de la catégorie environnement, on a retenu 2 projets. Le premier, présenté par Agathe Desilets, mettra à la disposition de la population une déchiqueteuse à feuilles mortes. Hein? C'est très, très intéressant. Et le second projet, qui était porté par Marie Millette, vise à réutiliser les matériaux destinés aux poubelles, notamment les tissus des vêtements. Donc, elle souhaite, Marie, moi que j'avais eu l'occasion de rencontrer, discuter, fille bien allumée, qui veut donc donner une deuxième vie à des matériaux textiles. Aussi, dans la catégorie communautaire, les gnomes auront leur maison au parc écologique Godefroy. Donc, le projet présenté par le gnome en chef, le grand gnome Michel Marchand. Donc, une maison féerique. On pourra y abriter les gnomes, mais aussi les visiteurs. On pourra se réunir à cette place-là. Catégorie jeunesse. Marc Crocicchio a présenté un projet de jeu vidéo se déroulant dans des lieux connus de Bécancour. En plus de s'amuser en ligne, les joueurs devront se rendre sur place pour réaliser une partie des défis proposés dans différents lieux de Bécancour. C'est un projet qui a été parrainé de M. Marc par le Carrefour Jeunesse Emploi. Et donc, comme je mentionnais, moi j'étais là, mais je n'étais pas tout seul à donner un coup de main. Il y a eu 10 conseillers qui se sont déplacés. Donc, des projets qui pourront se réaliser grâce à l'apport du Fonds Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables et grâce à l'apport de la ville de Bécancour. Je vous parle toujours de la ville de Bécancour. Une bonne idée. Vous, comme moi, avez peut-être déjà été en retard à la bibliothèque. Pas bien ça. Mais à Bécancour, on a décidé d'innover en donnant une amnistie. Donc, si tu es en retard sur ton livre que tu as à rapporter à la ville de Bécancour, excusez-moi, bien, on va annuler tes amendes. Mais la condition, c'est que tu rapportes une denrée ou un produit hygiénique au comptoir du prêt au moment du retour du livre en question. Donc, on veut, par ce geste-là, à la ville de Bécancour, démontrer sa solidarité envers les plus démunis et agir de façon concrète pour soutenir la préparation des paniers de Noël de la région par les organismes communautaires du territoire. Très noble. Et c'est un concept qui est repris d'autres villes du Québec qui appliquent ça. Donc, on note qu'il est suggéré d'apporter une denrée par item en retard. Par ailleurs, soulignons que les documents rapportés doivent être en bon état et que les livres perdus ou abîmés ne sont pas admissibles, quand même. Donc, évidemment, les Bécancouroises et Bécancourois sont aussi invités à déposer les denrées à leur comptoir de prêt, et ce, même si aucun frais de retard n'est encouru. Hein? C'est le temps d'être généreux. Très bonne idée de la ville de Bécancour. On complète ce bulletin de nouvelles avec Caroline Desormiers qui s'intéresse à une activité, un spectacle qui a fait chaud au cœur, Mieux-être ensemble, une initiative du CIUS Mauricie, Centre du Québec. Donc, Caroline s'intéresse à cet événement qui a eu lieu cet été. C'est grâce à l'appui financier du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, dans le cadre de sa démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes, que l'organisation du Quai en Fête a pu offrir un spectacle gratuit, un spectacle varié et un spectacle unique à la population les 16 et 17 septembre 2023. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute l'organisatrice, Mme Clairette Biron. La contribution du CIUS nous a permis d'avoir un élan pour poursuivre notre mission puis nos valeurs à Quai en Fête, faire une place aux artistes locaux, leur
permettre de vivre une expérience de scène. Et les thèmes qu'on a choisi d'aborder, ils sont vraiment en phase avec ce que promeut le CIUS dans sa démarche du « être mieux ensemble », c'est-à-dire parler des états de mal-être. Alors, on a sélectionné des blocs de chansons avec des thèmes qui touchent ce que l'être humain vit, peu importe son âge, son niveau, sa richesse. On va finir ça avec un beau clin d'œil à l'écologie, un beau bonjour à notre communauté d'immigrants et on finit ça par une belle fête. Oh, beaucoup de choses vont être servies. Ah, ils vont être servis certainement. Un chef-d'œuvre avec beaucoup d'hors-d'œuvre, beaucoup de pièces. En fait, on a plus de 60 chansons en fait qui ont été sélectionnées. Un concept complet, avec du début à la fin, on amène les spectateurs avec nous dans le fond au travers des chansons. Donc c'est vraiment une histoire qu'ils vont vivre. Fait que c'est vraiment le spectacle en entier qu'il faut voir. Fait que... Ben, ça fait rire un peu. Ça fait rire. Genre, ça me fait le sourire, genre mes joues. Ça te rend bien sur scène? Oui, vraiment. Ah, ben, je te souhaite un bon spectacle. Merci. Ben, c'est l'ambiance, hein, c'est une ambiance cordiale, une ambiance, comment je dirais bien ça, donc que tout le monde respecte tout le monde, ici sur le quai, et l'environnement. Évidemment, c'est très agréable. C'était Caroline Desormiers pour le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec et bien sûr Télécœur. On enchaîne maintenant avec François Poisson qui s'est entretenu avec Jacques Watso pour nous parler de la culture des Abénakis. Hein, Jacques est un fier résident d'Odanak, donc on regarde ça à l'instant. Alors, je suis avec Jacques Thériault-Watso, qui est aujourd'hui chef cuisinier, en plus de siéger sur le conseil... Conseil des Abénakis d'Odanak. Justement, faisons le ménage là-dedans. Faisons le ménage sur, premièrement, commençons par nation versus communauté. Oui, premièrement, on va commencer par le commencement. Nous ne sommes pas des Indiens. C'est un terme qui existe encore, mais par contre, légalement, nous le sommes. Fait qu'on va décortiquer ça tranquillement. Les communautés au Québec et au Canada se nomment légalement des réserves, parce que c'est des terres réservées pour les Indiens. Puis ça vient d'où, ce lexique-là? Ça vient de la loi sur les Indiens qui est en application depuis le début de la Confédération. Dans ce lexique-là, le gouvernement détermine qui est un Indien. Puis encore aujourd'hui, on est nommé des Indiens. C'est Jacques, je suis un Indien. J'ai un numéro de statut. Je m'appelle Jacques Watso, Jacques Thériault-Watso, 07 2 0 12 28 01. C'est qui je suis aux yeux du gouvernement. Je suis un numéro. Alors, mais ça, c'est des mots, c'est un vocabulaire qu'on apprend à ne plus utiliser. Mais la loi qui gouverne le comportement des citoyens, elle fait perdurer ça. Oui, parce que nous, quand on dit réserve, c'est restrictif, ça limite. Quand on dit nation, c'est l'ensemble de ton territoire traditionnel et non les limites de la réserve. Quand nous, dans les communautés, on dit communauté, on ne dit plus réserve parce que communauté, ça a une connotation positive dans le dialogue. Parce que réserve, c'est restrictif, c'est un enclos, c'est un endroit où c'est qu'on ne peut pas s'épanouir, qu'on ne peut pas vivre pleinement notre culture, notre spiritualité, notre héritage culturel et tout. Tandis que communauté, c'est un endroit où c'est que les familles se retrouvent, qu'il y a un dialogue, qu'on avance tout ensemble. Que le mot communauté, c'est vraiment plus positif. Là, vous avez parlé de nation et de territoire un peu dans la même phrase et comme synonyme. Mais pour moi, une nation, c'est des gens. Puis le territoire, c'est un lieu, c'est géographique. Là. Alors, la nation, pour vous, là, vous l'entendez vraiment à quel sens? La nation, c'est le territoire. Le territoire, c'est l'ensemble, c'est une partie vivante de notre culture. C'est qui nous sommes. Notre territoire nous définit en tant que peuple. Malgré son recul à l'époque coloniale, malgré les guerres coloniales, nous, l'ensemble de notre territoire, c'était le sud du Québec et le nord des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre. Avec les guerres coloniales britanniques après américaines, notre peuple a été poussé vers le nord. Quand on travaillait, quand on parle des livres d'histoire, qu'on était des alliés des Français, on n'était pas des alliés des Français. On était à la défense de notre territoire avec les Français. Parce qu'eux aussi, on avait un ennemi commun qui était les Britanniques. Pourquoi les Britanniques? Parce qu'eux, ils nous avaient poussés sur notre territoire. Puis
plus que les nouveaux arrivants britanniques arrivaient, mais plus qu'on était repoussés jusque au nord qu'aujourd'hui, au Danak et au Wallinac. Donc, c'est encore nos territoires, mais on n'a jamais signé de traité, on n'a jamais signé de capitulation ou quoi que ce soit qui cède notre territoire traditionnel. On nous a juste déplacés comme qu'on fait quand on déplace du bétail puis on met ça dans un enclos. C'est un petit peu ce qui s'est passé à travers le Canada et les États-Unis. On s'est ramassé dans des réserves. Aux États-Unis, c'est des reservations, mais c'est le même principe. Cette notion de territoire-là, ça fait juste quelques décennies qu'on commence à se réapproprier ce langage-là. C'est temps de s'éduquer parce qu'il y a tout démêlé ce lexique-là. On parle de nation, on ne parle pas de tribu ou de peuplade, des choses du genre. Alors là, si on récapitule, on parle plus de réserve, on parle de communauté, on parle plus de tribu, on parle de nation. Et est-ce que le terme autochtone, lui, il passe le test? Le terme autochtone, c'est plus général. Ça englobe les 3 premiers peuples du Canada. Au Canada, on définit une personne autochtone qui est soit un membre des Premières Nations, soit un membre de la communauté Inuit, ou soit un membre des Métis du Manitoba. C'est ce qui définit l'ensemble des Autochtones. Donc, au lieu d'Autochtones, on peut dire membre des Premières Nations? Membre des Premières Nations, puis si vous connaissez la Première Nation dont vous connaissez, vous avez un Abénaki. Arrêtez de dire Indien. Je pense que ça va être acquis bientôt. Donc, on chemine. Génération, pareil, c'était dans les livres d'histoire. Les gens ont été... même moi, je me rappelle encore de ma petite école. On était dans la phase amérindien. Ils voulaient être politiquement corrects. C'est pas vraiment des Indiens, c'est les Indiens de l'Amérique. Encore là, on connaît toute l'histoire d'où ça vient. Parce que les Indios, comment il s'appelait, Christophe Colomb, quand il cherchait la route de l'Inde, bien, les premiers qu'il a vus, bon, ça l'a resté dans la mémoire collective jusqu'à aujourd'hui, même que la loi se nomme la loi sur les Indiens maintenant. Et on a encore le blé d'Inde. Le blé d'Inde, ben oui, du bon maïs. Merci, chef. Ah, ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce bulletin de nouvelles. Si vous avez des suggestions, des idées de reportages, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à la prochaine fois.
Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La passe-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour. La relance s'implique dans le projet L'art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires.
Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement